Donc, bonjour à tous. Donc, du coup, il est 11 heures pile. Nous allons commencer sans plus tarder ce webinaire. Alors, du coup, bienvenue à tous. Vous êtes déjà plus de 60 à être connectés. Ce premier webinaire d'introduction sur la RE 2020 qui suivra toute une suite de webinaires autour de cette même thématique pour mieux cerner et mieux comprendre les enjeux et la mise en application de l'ARE 2020. Donc aujourd'hui, spécial maison individuelle, donc en compagnie d'Émilie Bouvray-Lachaud du bureau Néo-Énergie. Bonjour. Donc, euh, voilà, Émilie qui s'occupera de nous présenter des cas concrets, des études et de rentrer plus en détail sur l'ARE 2020. Moi, pour ma part, je vais simplement vous faire l'introduction, puis à la fin, animer la session de questions-réponses. Euh, donc, euh, D'habitude, c'est Lina Bourgeois qui anime ce webinaire. Exceptionnellement, c'est moi aujourd'hui, vu que Lina ne travaille plus au pôle énergie depuis le début de l'année. Donc voilà, pour ma part, je travaille au pôle énergie depuis mars 2021 et je viens de finir mes études. Donc, je suis diplômé en tant que thermicien de l'école des mines d'Albi. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, au programme d'aujourd'hui, comprendre les enjeux et la mise en application de l'ARE 2020, chapitre spécial maison individuelle. Donc, la présentation d'Émilie Lachaud-Bouvray se fera en 3 temps. Donc, un pan sur un pan introductif et sur les objectifs de l'ARE 2020, les études de sensibilité sur les différents indicateurs qui sont mis en place, comment ça se traduit concrètement sur les projets en termes d'évolution de résultats. Et dans un dernier temps, quelques cas concrets qui seront présentés. Et à la fin, une session de questions-réponses. Donc, pour information, toutes vos questions, vous pouvez les poser dans l'onglet discussion. On reviendra tout à la fin, du coup, sur ces questions et pour vraiment s'assurer de pouvoir finir la présentation d'Émilie Lachaud-Bouvray, vu que vous êtes beaucoup, vous êtes déjà, voilà, tout à l'heure on était 60, là on est plus de 80. Donc, petit mot rapide sur donc, le pôle énergie qui nous sommes. Donc, nous sommes un centre de ressources régional. Donc, on a pour mission principale de mobiliser les professionnels du bâtiment sur les enjeux de transition énergétique et écologique et de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques. Donc, ce web RDV fait partie de toute une série de web rendez-vous pour instaurer des moments d'échange et de rencontre avec une animation par les professionnels. Et donc, ce rendez-vous, il est organisé en partenariat avec le Grand Besançon Métropole. D'ailleurs, je vais laisser un instant la parole à Anne-Cécile Clure, qui représente notre partenaire aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue et encore très bonne année à tous. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux. Je vois que nous sommes maintenant 90. Nous avons le regret, encore une fois, d'être en visio et en même temps, ça nous permet d'être vraiment nombreux avec des gens du territoire, avec des gens d'ailleurs également. Ce rendez-vous, nous sommes heureux de vous voir commencer l'année avec une petite mise en jambe réglementaire. C'est peut-être pas ce qui nous fait sourire le plus, mais en même temps, c'est vraiment nécessaire avec la mise en application en ce début d'année de la RE 2020 sur le volet maison individuelle. Donc, ce sera vraiment le moment pour vous de reposer les enjeux. Je remercie le Pôle Énergie et Émilie Bouvray-Lachaud de prendre ce temps-là avec vous. Et puis, surtout, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat parce que c'est le moment de pouvoir avoir du concret, de pouvoir entrer dans la pratique, d'avoir des réponses à vos questions. Voilà, je vais vous laisser poursuivre. Je ne pourrai pas poursuivre avec vous, moi, de mon côté, mais n'hésitez pas à en retenir le meilleur. Et puis, je vous donne rendez-vous avec le pôle à nouveau dans un mois, puisque nous serons encore en visio, ça c'est certain. Après, nous verrons le 8 février pour un rendez-vous avec un de mes collègues qui vous parlera du cahier de prescription environnementale qui est mis en place à la ville de Besançon et à Besançon Métropole. Voilà.
Donc, bonne séance à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci Anne-Cécile. Alors, du coup, pour information, donc, vos caméras, vos micros sont coupés. Donc, vos questions, toutes dans l'onglet discussion, on reviendra à la fin sur ça, sachant que le support de présentation qui vous sera diffusé vous sera transmis dans la foulée. Et l'enregistrement de ce web rendez-vous, il sera disponible sur le site internet du Pôle Énergie ainsi que sur la chaîne YouTube. Voilà. Dernier petit point, nous réalisons en ce moment une enquête sur vos besoins autour de l'Aéro 2020. Donc, Laurence va la mettre dans le chat, dans l'onglet discussion. Si vous souhaitez compléter, c'est pour recevoir un maximum vos attentes, ce dont vous avez besoin pour proposer une offre la plus adaptée. Donc, n'hésitez pas à répondre aussi. Et sans plus tarder, on est parti. Donc, l'Aéro 2020, c'est la nouvelle réglementation qui va remplacer progressivement la RT 2012, donc qui ne concerne que la construction neuve, pas de rénovation. Donc, depuis le 1er janvier 2022, donc à la date du dépôt de permis de conduire, ça concerne les maisons individuelles et les logements collectifs, à savoir que les bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement, ce sera à partir du 1er juillet 2022 et les autres types de bâtiments et les autres usages du tertiaire à partir du 1er janvier 2023. Donc, cette réglementation, elle s'implique dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, on voit que, donc, à l'écran, vous voyez, c'est le secteur du bâtiment, les prévisions en émissions de carbone qui sont prévues. À l'heure actuelle, nous sommes à 88 mégatonnes de CO2 équivalent et l'objectif, c'est une réduction à 2050 à 5 mégatonnes de CO2 équivalent. Donc, on voit que l'objectif est vraiment une décarbonation complète. Et quand on sait que le bâtiment, c'est 28% des émissions en prenant en compte les émissions liées à la production d'énergie consommée dans le bâtiment et quasiment 46% de la consommation d'énergie finale en France, il y a vraiment un gros travail à réaliser. Donc, c'est une évolution réglementaire qui est prévue et annoncée donc, depuis la loi Grenelle 2, qui prévoyait qu'à partir de 2020, tous les bâtiments neufs seront à énergie positive. Bon, on voit qu'au final, les objectifs ne sont pas atteints. Il s'agit plutôt d'une réglementation d'une RT 2012 améliorée avec de nouveaux indicateurs, notamment sur la partie carbone. Et donc, cette réglementation qui a été, qui de base devait mettre en place les travaux qui ont été menés à travers l'expérimentation énergie positive et moins de carbone et réduction de carbone. Donc, il y avait pour vocation de vraiment apprendre à faire des bâtiments à énergie positive, notamment en incluant l'analyse de cycle de vie et la prise en compte des autres usages de l'énergie. Autres usages de l'énergie qui finalement ne sont pas inclus dans cette réglementation pour rester sur les 5 usages réglementaires. Mais ça a permis quand même d'initier une maîtrise de l'analyse de cycle de vie, de prendre en compte les autres usages, même si au final, ils ont été retirés dans cette réglementation, et de tester une méthodologie sur plus de 1400 bâtiments privés depuis 2017. Donc, dans le contexte de réchauffement climatique, on s'aperçoit qu'entre 1991 et 2018, en moyenne, on perd entre 5 et 20 jours selon les zones de gel. Et par contre, on se retrouve avec alors, je vais juste déplacer. On se retrouve avec 10 à 20 jours où la température est supérieure à 25 degrés en plus par rapport à 1991. Donc, vraiment, les températures fortes de plus en plus récurrentes et les températures, les jours de gel de plus en plus rares. Donc, à l'issue de ces constats, 3 grandes priorités: sobriété énergétique, décarbonation de l'énergie, diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments et garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Donc, ce qui implique que la RE 2020, contrairement à la RT 2012, qui était une réglementation thermique
qui portait sur la performance énergétique du bâtiment. La RE 2020, c'est une réglementation environnementale qui porte sur la performance énergétique, l'impact carbone du bâti, les consommations énergétiques, avec un objectif fort sur le confort d'été. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre intervenante, que je remercie d'ailleurs de prendre le temps de présenter un peu de ses travaux et de ses retours d'expérience. Donc, Émilie, c'est à toi, donc, qui est gérante du bureau Néo-Énergie, mais je te laisse la parole. D'accord. Tu vas pouvoir me laisser le partage aussi? Ouais. Alors, donc... Attends, comment je fais pour arrêter le partage? Mince. Ouais, je vais me présenter en attendant. Vas-y. Bureau d'études Néo-Énergie, donc je suis basée à la gare TGV du Creusot-Montchanin. Je travaille sur le quart nord-est de la France. J'ai travaillé 10 ans dans un bureau d'études thermiques au niveau national et au bout de 10 ans, j'ai décidé de mener l'aventure pour être plutôt sur, au début, un secteur Bourgogne-Franche-Comté et puis un petit peu au fil du temps, j'ai pris des partenariats sur d'autres régions. On est spécialiste de la maison individuelle. On réalise à peu près 300 études thermiques de maisons individuelles par mois. On va travailler sur une dizaine de collectifs par mois et 3-4 tertiaires. Donc, vraiment, le bâtiment phare chez Néo-Énergie, c'est l'habitat spécifique sur l'individuel. Je peux partager mon écran? Alors, normalement, si je ne me trompe pas, tu peux prendre le contrôle. Dis-moi si c'est tout bon. Oui, c'est bon, pas de souci. On y va. Voilà. Donc, on est parti pour 3/4 d'heure, 1 heure ensemble sur la RE 2020. Je vais commencer par démystifier les indicateurs et les 3 thématiques des indicateurs. Et je vous présenterai 3 maisons qui sont complètement différentes en termes d'architecture et vous donner l'impact que ça a sur le mode constructif et sur les équipements. N'hésitez pas à noter toutes vos questions. Je sais que souvent, ça génère énormément de questions pour que je puisse y répondre et je ne serai pas limitée en temps sur la fin de la présentation. Donc, si certains veulent même aborder des sujets bien particuliers et spécifiques, voilà, je serai vraiment ouverte à y répondre. Ce qu'on peut voir sur cette slide, c'est tout d'abord les évolutions réglementaires en France, comment ont évolué les bâtiments. Tout simplement, dès qu'on a eu un impact sur les prix des énergies, on s'est intéressé à l'évolution de nos réglementations thermiques. Les premières étaient axées essentiellement sur l'enveloppe, sur l'isolation. On a commencé à calculer les besoins de chauffage et puis à mettre des garde-fous par paroi. On ne pouvait pas aller en dessous pour isoler. L'évolution en 2005, c'est l'arrivée en France de la ventilation hygroréglable. On se dit qu'il est maintenant pertinent de travailler l'ouverture et la fermeture en fait, des extractions par le facteur hygrométrie. Vous verrez que dans les années à venir en France, on va s'intéresser à d'autres variants, en tous les cas d'autres paramètres pour jouer sur la ventilation. Mais aujourd'hui, on est encore focalisé sur l'hygrométrie. Et en 2005, associé à ça, on travaille les vitrages peu émissifs, mais rien de vraiment révolutionnaire. Il a fallu attendre la RT 2012 pour voir la généralisation des bâtiments BBC, qui avait été une expérimentation et un label, ensuite qui avait été très apprécié par le grand public, puisqu'on avait des consommations qui étaient pratiquement divisées par 4 par rapport au niveau RT 2005. Le BBC, c'est l'arrivée des générateurs performants. On oublie l'effet Joule et on vient sur des générateurs hydrauliques ou aéroliques comme la pompe à chaleur et la chaudière gaz. 7 ans après, donc RE 2020, même, vous voyez, pratiquement 10 ans maintenant, on avait eu 9 ans. Hein, les réglementations, on avait effectivement des directives européennes qui nous demandaient tous les 5 ans. On avait tout le temps un petit peu tardé à l'écriture, hein, et même celle-ci, c'est vrai que c'est un chamboulement pour les métiers, donc on tarde à se faire sortir les décrets. En tous les cas, le 1er janvier 2022, on est sur la RE 2020. Elle a un logo qui a un chiffre en vert parce qu'on lui a donné une coloration environnementale. De plus, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'empreinte carbone sur 50 ans de ces bâtiments. On ne focalise plus sur les consommations. On a vu que la RT 2012 avait divisé par 4 les consommations. On va plutôt s'intéresser à l'empreinte carbone du bâtiment sur ces 50 ans. Alors, le calendrier, on a eu le moteur de calcul, l'apparition des textes à l'été 2021. Ça fait qu'on a 6 mois d'application. Donc, pour vous dire qu'on appréhende très bien ce moteur de calcul.
même dans les paramètres. Hein, je le fais effectivement énormément varianter pour voir les sensibilités. On a un moteur de calcul qui est intéressant, c'est qu'il va avoir une pérennité dans le temps, puisqu'on va évoluer tous les 3 ans, tous les seuils des indicateurs que je vais vous présenter. Mais la méthodologie de calcul, on l'a, c'est celle-ci, c'est ce moteur du CSTB. Donc, Alexis nous l'a dit, la réglementation environnementale a 3 objectifs. 3 objectifs, je vous dirais, qui s'inscrivent vraiment dans l'attente du marché. Le premier, donner de la priorité à la sobriété énergétique et donc la carbonisation de l'énergie, c'est-à-dire que clairement, on s'est polarisé sur l'empreinte carbone, la donnée environnementale des énergies en France. Et aujourd'hui, vous verrez qu'avec un IC énergie comme il a été fixé, il est pratiquement impossible de rendre conforme une maison avec une chaudière gaz. On a orienté, effectivement, on a une réglementation sur la maison individuelle, parce que sur le collectif, on a encore un IC énergie qui est plus haut, qui va s'orienter, en tous les cas, sur les énergies électriques, le bois aussi, qui est mis en avant. Mais en tous les cas, si on veut utiliser le gaz, il faudra l'utiliser avec une mixité, donc plutôt sur une solution hybride. Donc voilà, décarbonisation de l'énergie, c'est comme ça que ça s'est inscrit, typique concrètement sur les équipements. Diminuer l'impact carbone de nos bâtiments, c'est cette analyse de cycle de vie. Intéressons-nous en fait à chaque produit, chaque élément constitutif du bâtiment. Prenons l'empreinte carbone, la fiche de données environnementales, je rentrerai dans le calcul tout à l'heure, et puis on ajoute toutes ces pollutions et on doit être en dessous d'un seuil réglementaire. Troisième point, troisième objectif de cette réglementation environnementale, on sait qu'on a des canicules aujourd'hui à répétition, que le réchauffement climatique, ce n'est plus une lubie climatologue, qu'il est avéré. Comment aujourd'hui on conçoit nos bâtiments pour pouvoir avoir un confort 4C. Et là, on a un nouvel indicateur qui va pouvoir nous permettre de valoriser ce confort. Alors, 3 thématiques, 3 objectifs, 3 thématiques. La première, c'est l'énergie. Les coefficients associés à l'énergie seront le BBio, le CEP, le CEPENR. Celui qui va nous poser le plus de problèmes, c'est le BBio. C'est un coefficient de bâti. Il doit être donc inférieur à un BBio maximum autorisé en France. Deuxième objectif d'énergie, le CEP. Une fois que j'ai constitué mon enveloppe, que j'ai mon coefficient en nombre de points, eh bien, on va rajouter les générateurs et ça va me donner le CEP des kilowatts au mètre carré par an d'énergie consommée dans le bâtiment. Nouvel indicateur de la RE 2020, le CEP non renouvelable. Ces coefficients vont nous permettre de quantifier les kilowatts qui ne sont pas issus d'énergie renouvelable. Parce qu'au vu de l'ambition des pouvoirs publics de placer un BBio à 30% de mieux que la RT 2012, on aurait pu voir réapparaître, comme on diminue les déperditions, on aurait pu voir réapparaître l'effet Joule dans les bâtiments français. Pour ça, on rajoute un indicateur, CEP non renouvelable. Effectivement, si j'ai trop de kilowatts qui n'est pas issu d'énergie renouvelable, eh ben, je bloque la construction. Deuxième catégorie, le carbone. Le carbone, c'est celui qui est lié à l'étude thermique, à l'étude analyse de cycle de vie. Et sur le carbone, je fais de focus sur 2 éléments, IC construction, donc l'énergie, le carbone, l'émission de carbone qui est faite par rapport aux composants du bâtiment, et l'IC énergie, par l'impact carbone issu à l'énergie qui est utilisée par le bâtiment, et ça pour 50 ans. On a dit que la RE 2020, c'était garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur, donc le confort d'été. C'est un calcul du nombre d'heures d'inconfort que j'ai sur ma maison, sur mon collectif, sur la période environ du 1er mai au 1er octobre. Pour cette RE 2020, on ne change pas les zones climatiques. Elles restent effectivement au nombre de 8. Pas d'évolution non plus sur les altitudes. On reste sur 2 seuils, 400 et 800. Et à partir de là, on va avoir un droit, par exemple, si on est au-dessus de 800 mètres, un droit à consommer plus parce qu'on va avoir une température de site base. Je dirais même que par rapport à la RT 2012, on est sur quelque chose qui est plus pertinent puisque souvent, quand on travaillait avec la profession, on avait des descriptifs qui étaient en dessous de 400, entre 400 et 800 et au-dessus de 800, c'est-à-dire qu'on renforçait l'isolation à chaque fois. Là, ici, on est quelque chose où on arrive à avoir un droit à consommer finalement qui nous permettent de pallier à cette surisolation.
Le gros changement, c'est le dénominateur finalement de ces indicateurs. Avant, je prenais en compte la SRT, donc la surface habitable plus l'emprise des murs. C'était un calcul SRT qui était fait par les bureaux d'études, donc vraiment tributaire du BE. Aujourd'hui, le dénominateur de tous ces indicateurs, c'est la CHAB. Hein, donc, on arrive très rapidement à retrouver l'information. Alors, malheureusement, c'est un dénominateur qui est plus petit. Donc, ça a, en plus du nouveau moteur de calcul, renforcé du coup l'exigence. Je vous ai dit tout à l'heure, le BBIO, c'est le coefficient qui va le plus impacter cette RE 2020. Vous voyez, dans les 3 catégories d'indicateurs que je vous ai présentés, c'est celui qui nous anime au quotidien. Et c'est celui qui est beaucoup tributaire de la conception du bâtiment. Ce BBIO, il tient compte de la compacité, des isolants que vous allez avoir choisis dans le bâtiment, de l'orientation, de la présence ou pas de masque, de l'étanchéité à l'air, les infiltrations d'air parasite, mais aussi des débits de ventilation, du nombre de pièces techniques que je vais avoir dans un appartement ou dans une maison individuelle. Et à partir de là, je trouve le nombre de points, en fait. Et il faut être en dessous du BBIOmax. C'est le coefficient qui est vraiment, vraiment problématique et en même temps qui est beaucoup dû au concepteur. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude, nous, bureaux d'études, de travailler directement avec l'équipe technique. Et il faut travailler cette RE 2020 finalement beaucoup plus en amont du projet, pratiquement aux esquisses de plan, parce que suivant comment on va orienter les vitrages, le nombre de surfaces de vitrage qu'on va établir dans le bâtiment, eh bien, on va faire varianter le BBIO peut-être dans la non-conformité. Nouveauté aussi de cette RE 2020, avant, je ne calculais pas les besoins de froid du bâtiment. Je ne l'ai calculé que quand j'avais un système réversible. Aujourd'hui, le besoin de froid, il est intégré dès le début du calcul. N'oublions pas qu'avec la RE 2020, c'était déjà le cas en RT 2012, c'est l'attestation BBIO qui est déposée. Oui, parce que finalement, on demande qu'on dépose à l'administration le coefficient BBIO, quelle que soit l'énergie qu'on va utiliser. On veut que notre enveloppe, et c'est toujours le cas en RE 2020, soit conforme. Une fois que j'ai conçu mon BBIO, on va rajouter toutes les performances du générateur chauffage, du générateur eau chaude, du générateur de ventilation. Et ça va me donner cette consommation, ces kilowatts au mètre carré par an, que vous retrouvez sous l'étiquette énergétique que vous connaissez, donc l'étiquette qui va de A à I et où on entend de plus en plus parler et qui sera grandissante, hein, puisqu'aujourd'hui, typiquement, cette étiquette énergétique, c'est la valorisation de son patrimoine immobilier. Vous savez qu'on a une réglementation aussi qui va nous interdire la location de logements quand on sera sur des étiquettes énergétiques F et G. Toutes les maisons RE 2020 qu'on étudie sont sur une classe énergétique A. C'est même, on est même en attente d'avoir finalement, comme l'électroménager, le fameux A+, A++, qui va nous permettre de nous différencier, puisqu'aujourd'hui, cette étiquette, elle a été modifiée au 1er juillet 2021 et elle va finalement sur l'étiquette A de 0 à 70 kW au mètre carré. Et finalement, on retrouve tous nos bâtiments RE 2020. Donc, on a hâte d'avoir une étiquette qui permette de valoriser la performance énergétique au-delà de la RE 2020. Cette consommation, vous le connaissez, c'est les 5 usages, chauffage, eau chaude, refroidissement, éclairage auxiliaire. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que depuis le 1er juillet, aussi dans le DPE, on reprend les 5 usages. Avant, on reprenait 3 usages sur le DPE. Aujourd'hui, on en reprend 5, c'est-à-dire qu'on se colle à la réglementation du 9. Et pourquoi aujourd'hui, on a pris la chape dans la réglementation environnementale? Parce que c'était cette chape qui était le dénominateur du DPE. Vous voyez, on a une grosse corrélation aujourd'hui, finalement, entre l'existant et le 9 sur ce calcul. CEP non renouvelable, je vous l'ai dit, lui, il est typiquement là pour dire oui, OK, on surisole nos bâtiments, on diminue les déperditions, mais on ne souhaite toujours pas voir revenir quand même l'effet Joule. Je vais vous donner un exemple. Une maison de 100 mètres carrés aujourd'hui, RE 2020, c'est une consommation à peu près, c'est une déperdition de 4500 watts pour une température de -10. Ça veut dire qu'on a besoin de 3000 watts à zéro. Donc voilà, il faut aussi se dire que la réactivité des émetteurs va être un élément important. En tous les cas, l'effet Joule ne revient pas dans la maison individuelle. Il ne reviendra pas non plus dans le collectif en 2025.
parce que ce coefficient, ben, il va le comptabiliser. Voilà pour les indicateurs énergie. Deuxième thématique qu'on a dit, c'est le carbone. C'est une analyse de cycle de vie sur une période de 50 ans. On a eu un débat à un moment dans l'approche de l'analyse de cycle de vie. Certaines filières souhaitaient une analyse de cycle de vie sur 100 ans. On est resté sur 50 ans. La méthodologie, c'est une méthodologie dynamique. On est le seul pays européen à utiliser cette méthodologie. Les autres utilisent la méthodologie qui est plutôt statique et qui était cette méthodologie qu'on avait dans l'expérimentation E plus C-. Quand on faisait des analyses carbone, on utilisait la méthode statique. Voilà. Donc, la dynamique, effectivement, c'est qu'on va renvoyer nos éléments de carbone dans un nouveau moteur, on va dire, qui nous donne un aléa d'indicateur qui soit IC énergie ou IC construction. Le périmètre, c'est pareil, on a une petite évolution par rapport à l'expérimentation au plus c'est moins. Je vais prendre en compte le bâtiment et sa parcelle, mais la parcelle, je vais prendre que les éléments qui sont nécessaires au fonctionnement du bâtiment. Typiquement, dans un premier temps, il ne sera là qu'être donné de l'information, mais si on a les clôtures, des terrasses béton, on va avoir dire des piscines, tout ça n'est pas intégré dans un premier temps, en tous les cas jusqu'au premier seuil 2025, n'est pas intégré dans notre analyse de cycle de vie. On va s'intéresser juste au bâtiment et aux éléments nécessaires à son fonctionnement. Voilà, donc l'analyse de cycle de vie, vous le savez, on va partir des les matières premières, les ressources, jusqu'à la production des produits, le transport au lieu de construction, jusqu'à l'exploitation du bâtiment et puis sa réhabilitation et sa démolition. Pour pouvoir calculer l'impact carbone, on se base sur des données environnementales. Ce sont pour tout ce qui est lié à l'enveloppe des fiches FDES, fiches de données environnementales et sanitaires. Elles sont de diverses sources. On peut avoir une fiche de données environnementales qui est la plus précise, qu'on appelle individuelle, celle portée par l'industriel. Par exemple, sur de la tuile, on aurait une fiche de la marque de tuile. Mais on peut avoir aussi la fiche FDES collective du syndicat qui porte du coup sur l'ensemble des marques. Et puis, plus haute, on peut avoir une fiche de données environnementales par défaut, c'est celle qui est établie par le ministère. Alors, autant vous dire que quand on parle entre la donnée environnementale ministérielle et puis celle de l'industriel, on a un gros impact parce que, effectivement, on a pris énormément de précautions pour donner la valeur et l'impact carbone d'un élément technique. Ces fiches, elles sont vérifiées par une tierce partie et elles ont une validité de 5 ans, elles sont normées. Mais tous les 5 ans, l'industriel ou syndicat devra faire revalider sa fiche et son empreinte. Aujourd'hui, honnêtement, il y a un gros investissement des industriels dans leur site de production pour pouvoir verdir leurs produits, des remises en cause sur les matières premières aussi. Donc, on a vraiment cette réglementation. Le côté positif, c'est qu'on en est venu à imposer un calcul carbone pour qu'il y ait des évolutions techniques au sein des sites de production. Mais bon, en tous les cas, c'est assez bénéfique et les résultats sont grandissants quand même sur l'impact carbone d'un mètre carré d'isolant. Pour tout ce qui est équipement, donc chaudière, pompage chaleur, ventilation, ce sont des fiches qu'on appelle PEP. Celles-ci, elles sont en moins grand nombre et c'est pour cette raison que vous verrez qu'on va travailler sur le forfaitaire sur tout ce qui est chauffage, ventilation et eau chaude. L'analyse carbone va nous donner 5 contributeurs, on va être calculé sur 5 contributeurs. Un IC chantier qui va s'intéresser à l'impact carbone de la phase construction, réhabilitation, démolition du bâtiment. Un IC composant qu'on appelle dans le jargon le PCE, qui lui nous anime beaucoup parce qu'effectivement, on établit l'analyse carbone de tous les composants de la maison. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les promoteurs et constructeurs sur les DQE, sur l'ensemble de leurs quantitatifs. C'est un élément nouveau qu'on a besoin, bureau d'études, qu'on n'avait pas avant. Avant, on travaillait uniquement avec les plans. Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille sur une sortie quantitative qui est faite par les logiciels et puis de l'autocontrôle aussi. On n'est pas à l'abri d'une erreur de chiffrage. Voilà. Un IC sur l'eau, consommation et rejet d'eau pendant la vie du bâtiment. IC énergie, notre fameux CEP,
lui, sur 50 ans, et lycée parcelle, comme j'ai évoqué, effectivement, qu'il a juste plutôt pour l'instant sur de l'information et forfaitaire et qui, on suppose, en 2025, sera vraiment sur du réel et impactera vraiment tous les éléments de la parcelle. Je vous ai dit, on a sur les indicateurs carbone 2 garde-fous, enfin d'IC maximum à respecter. Le premier, c'est IC construction, qui intègre effectivement IC composant plus IC chantier. Ce sont des kilos équivalents CO2 par mètre carré par an. Et on va, à partir des DQE, prendre par exemple la quantité de mètres carrés de tuiles, où on va appliquer un taux de renouvellement sur 50 ans du produit, et on va aller chercher la donnée environnementale de l'industriel, du syndicat ou du ministère pour pouvoir quantifier l'émission de gaz à effet de serre. Donc, on va faire ce calcul pour tous les éléments du bâtiment. Donc, vous voyez, vous retrouvez un peu les lots qu'on peut retrouver sur les bâtiments collectifs. J'ai pour l'instant une saisie forfaitaire sur les lots 8, 9, 10, 11 et 12 pour permettre de pallier à l'absence de fiches PEP en grand nombre. Très rapidement, quand on aura l'ensemble des fiches PEP, on se substituera à ce forfait pour pouvoir être sur du détail. Vous voyez, on a pour le carbone, c'est intéressant, c'est un des indicateurs, le seul, où on a déjà l'évolution sur les prochaines seuils réglementaires. C'est pour permettre à la profession, que ce soit du bâtiment ou des industriels, de se préparer à ces seuils. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de rendre une maison conforme sur le seuil de 2025, par exemple. Voilà. Donc, ça nous permet de nous mettre en alerte et de dire, bah, voilà, tous les 3 ans, c'est peu de temps quand même pour l'inertie de se préparer et de pouvoir aller chercher les seuils supplémentaires. Voilà, pour mon expérience, je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un indicateur qui est énormément pénalisant. J'arrive quand même aujourd'hui avec les fiches FDS qu'on a à rendre conformes les maisons individuelles le français sur le premier niveau carbone qui est celui de 2022. On a le deuxième indicateur carbone, c'est l'IC énergie et lui, il a modifié le paysage des générateurs de la maison individuelle puisque, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'avais 50% de production des maisons qui étaient en pompe à chaleur, 50 en pompe à chaleur non réversible. J'avais à peu près 20 en pompe à chaleur avec de la réversibilité, 20 en gaz, en chaudière gaz, et puis 10 en poêle à granulés. Aujourd'hui, clairement, la pompe à chaleur va prendre le marché de la chaudière gaz. On a quelques solutions qui vont rester en pack hybride, c'est-à-dire la mixité entre une chaudière gaz et une pack. Mais le gaz a été bousculé tout simplement parce que sa donnée environnementale de l'énergie est très carbonée et que par le calcul, il est tout le temps supérieur, en tous les cas quand on travaille la chaudière gaz seule, en maison individuelle, supérieur aux 160 kg équivalent CO2. En parallèle, l'électricité a bénéficié d'une baisse par 2,3 de sa donnée environnementale pour passer de 210 grammes de CO2 par kilowatt à 79 grammes. Voilà. L'étiquette climat que vous connaissiez, qui était l'étiquette violette, a été modifiée depuis le 1er juillet, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule étiquette pour nos bâtiments, qui est l'étiquette que vous connaissiez, qui était plutôt énergie. Et on va en fait associer notre résultat CEP et le résultat carbone. Et c'est la valeur qui va être un petit peu la plus pénalisante, qui va nous donner, en tous les cas, la lettre. Voilà, donc cette étiquette climat que vous voyez, elle disparaît du paysage des bâtiments. Lycée construction, je vous l'ai dit, on a plusieurs contributeurs, chantier, consommation, rejet d'eau, les PCE et les énergies. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une analyse de cycle de vie, ces 4 contributeurs, comment ils impactent l'étiquette globale, c'est à peu près 50% les produits, équipements et l'énergie. Ça veut dire que dans les 10 ans à venir, on peut supposer que l'eau et le chantier ne soient pas forcément des axes d'amélioration, hein, puisque aujourd'hui, ils sont très peu impactants dans notre valeur globale. Sur une maison individuelle, les 3 postes les plus impactants aujourd'hui, c'est la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la maçonnerie,
des fondations. Tout ce qui est CVC, puisqu'il est forfaitaire, donc qui est lié au chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire. Et puis, on va dire couverture charpente. Alors, tout dépend si aujourd'hui on a des menuiseries alu ou pas, parce que les menuiseries alu avec les valeurs qu'on a aujourd'hui sont assez pénalisantes dans le calcul carbone. Troisième thématique, c'est lié au confort d'été. On avait en RT 2012 un indicateur qui s'appelait le TIC, qui était une température d'intérieur de confort, mais qui était rarement, on va dire, sur le voyant rouge, alors que pourtant, on nous remontait des problèmes d'inconfort d'été dans ces bâtiments RT 2012. On a complètement modifié la méthodologie pour aller sur un DH, un degré d'ordre d'inconfort, qui va être basé sur le scénario caniculaire de 2003 et qui va réagir suivant deux seuils, 350 et 1250 degrés d'ordre d'inconfort. Si je suis supérieur à 1250 degrés d'ordre d'inconfort, je ne peux construire le bâtiment en France. Si je suis inférieur à 350, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je suis entre 350 et 1250, je vais avoir une pénalité qui va s'appliquer sur notre consommation de froid, puisqu'on va estimer qu'effectivement, on va créer un petit peu d'inconfort dans le bâtiment et donc on va pénaliser le calcul réglementaire. Comment on fait varier un degré d'ordre d'inconfort? Déjà, il a 4 variantes. Il tient compte de l'inertie du bâtiment. Est-ce que je suis en inertie bois? Est-ce que je suis en inertie lourde? L'orientation du vitrage. Est-ce que finalement, je me rends compte que je suis à 80% sur un plein sud? Le pilotage des occultants et la présence de masques. À partir de là, je vais comptabiliser le nombre d'heures que j'ai au-dessus de 26 degrés, qui est estimé plutôt la température de confort à l'intérieur du bâtiment. Prenons un exemple, si j'ai 28 degrés pendant 3 heures, donc 28 moins 26, je vais avoir 2 degrés d'écart pendant 3. Je vais donc avoir 6 degrés d'ordre d'inconfort. Et ça, je vais continuer le calcul du 1er mai, je vais dire à peu près au 1er octobre. Et puis, il faut que ce nombre d'heures, effectivement, il dépasse le moins possible les 350 degrés d'heure. On avait en RT 2012 un ratio de 1/6 de la surface habitable en surface vitrée. Ça avait été imposé en RT 2012 pour favoriser l'éclairage naturel. En RE 2020, toujours cette exigence. Toutefois, quand le bâtiment va se décaler de ces 1/6, si on va survitrer, comme on voit sur la photo, le bâtiment, très rapidement, je vais être pénalisée sur le débit. Les maisons les plus complexes au niveau à passer conforme à la RE 2020, c'est les maisons qui sont survitrées avec un problème de compacité, avec un problème d'orientation, avec une orientation plutôt dite défavorable. Et à partir de là, je vais énormément pénaliser le BBO. C'est pour ça que je vous évoquais le fait que c'est à la conception aujourd'hui où le bureau d'études il est appelé pour pouvoir donner la conformité, parce que je vais pouvoir peut-être influencer dans la conception pour tendre très rapidement à la conformité du BBO. Sur l'étanchéité à l'air, on a toujours cette valeur de 0,6 qui était déjà la valeur de la RT 2012. Alors vous allez me dire, alors pourquoi est-ce que la profession aujourd'hui n'est pas capable de réaliser des bâtiments étanches? Si, puisque aujourd'hui, après 7-8 ans d'application de la RT 2012, on se rend compte qu'on a vraiment descendu cet indicateur. On a sur des moyennes en maison individuelle qui sont aux alentours de 0,3 mètres cubes par heure et par mètre carré. Mais surtout, je pense qu'on n'a pas souhaité diminuer cet indicateur parce qu'on a voulu avant vérifier une donnée. L'étanchéité à l'air a un lien avec un autre système de la maison et ça vaut pour le neuf et la rénovation. La rénovation, quand vous allez changer par exemple vos menuiseries, vous allez donc créer un bâtiment beaucoup plus étanche. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si vous avez un système de ventilation et on va effectivement soit vérifier la conformité de votre système de ventilation ou soit ça arrive installer un système de ventilation car il n'y est pas. C'est la même chose en RE 2020. On n'a pas bougé l'étanchéité à l'air parce qu'avec la RE 2020, c'est la grosse nouveauté. On va aller contrôler les systèmes de ventilation des maisons individuelles et des bâtiments collectifs. On a un constat, une étude du CEREMA a été faite il y a quelques années, où on a uniquement 3 maisons sur 10 dont le système de ventilation est jugé conforme. Donc, c'est assez dramatique.
Donc, on va effectivement réaliser sur chaque bâtiment une pression à la bouche pour pouvoir vérifier qu'on a bien le débit. Nous, on réalise depuis 2018 des plans de ventilation, même dans la maison individuelle. Avant, c'était que le collectif qui avait des missions un peu fuites, mais la maison individuelle aujourd'hui a été sur ces sujets. Un plan de pause où on va calculer aujourd'hui, suivant le rejet de toiture, l'emplacement du groupe et des bouches, le calcul de perte de charge de la ventilation et s'assurer qu'on a bien le débit. Alors, même si on a un plan, je vous dirais, il y a aussi effectivement les aléas du chantier. Mais c'est assez anxiogène pour la profession parce que quand une maison est complètement fermée, qu'on est en stade de finition, si on a un problème sur le débit de ventilation, ça veut dire qu'on va revenir intervenir sur le bâti, qu'on va effectivement détruire une partie de la colonne technique pour venir regarder la conformité du réseau. Donc voilà, donc il y a énormément en tous les cas de constructeurs et promoteurs qui équipent leurs conducteurs de travaux pour pouvoir faire de l'autocontrôle parce que c'est un élément vraiment très impactant de la RE 2020. D'où le constat de la RT 2012 dont on est parti. Alors, ce sont les statistiques sur Néo Énergie. Donc, on est plutôt sur une typologie de clients moyenne gamme. Donc, on a une surface moyenne habitable de nos maisons à 116 mètres carrés. C'est à peu près 10 mètres carrés au-dessus du national. 10% de gains sur le BBio et 18% de gains sur le CEP. Ça veut dire 10% de gains sur le BBio. On ne partait pas sur des maisons qui étaient strictement conformes à la RT 2012. C'était des maisons qui avaient quand même un gain significatif par rapport à la RT 2012 et au seuil réglementaire. Premier cas de la maison, c'est une maison qui fait 96 mètres carrés, T4, un bain, un WC, un cellier. On est sur une étiquette A, qui était un calcul RT 2012, avec un gain BBio à 6% de mieux que la RT 2012. Comment évolue cette maison sur la France par rapport à l'indicateur degré d'or d'inconfort? Vous voyez que le degré d'or d'inconfort, c'est un sujet qui est vraiment géographique. On va avoir un vrai sujet sur la zone H3, H2D et H2B, puisque là, effectivement, on va se situer au-dessus on est entre ce 350 et 1250, donc la pénalité. Sur notre zone Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, c'est un non-sujet. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas concevoir les bâtiments, mais en tous les cas, cet indicateur, il ne réagit pas fortement sur notre zone climatique. Il n'est pas très proche, il est très proche, je veux dire, du 350 degrés d'heure. Par contre, nous, on est énormément impacté par le BBio. Autant sur la zone H3, bassin méditerranéen, ils ont un effort à faire de 12 points sur le passage RT 2012 et RE 2020. Nous, on est plutôt de l'ordre de 20 points à aller chercher avec la profession sur le bâti pour pouvoir assurer une conformité réglementaire. Mais ce n'est pas tout concevoir des descriptifs chez les professionnels pour passer la RE 2020. Il faut se rendre compte qu'une même maison vendue, si effectivement je tourne suivant les points cardinaux, je peux avoir un impact de pratiquement 8 points sur le BBio. Ça veut dire que cette maison, elle a été conçue, elle est implantée sur un terrain, on n'a pas le choix de l'orientation, mais elle peut être vendue avec des produits, des épaisseurs d'isolant qui soient différents du voisin. Voilà, donc c'est pour ça que j'évoque vraiment et je focalise sur le BBio, mais c'est la problématique parce que on essaye d'uniformiser un descriptif, mais on fait aussi, on fait aussi part des aléas qui sont la compacité, l'orientation, la surface vitrée, le nombre de pièces techniques qui impactent ce calcul de points. Alors, si on regarde un petit peu aujourd'hui les évolutions techniques et puis surtout qu'on se projette sur les seuils prochains, voici les parois d'un bâtiment. Alors, il manque les menuiseries parce que les menuiseries, on est lié aux industriels et à l'industriel du vitrage. Et aujourd'hui, nos menuiseries, on arrive sur les dernières évolutions avec des UW en PVC, PMI-Fargon, qui sont aux alentours des 1,2, 1,3. C'est difficile d'aller au-dessus, on va arriver à la limite technique qu'on sait faire. Donc, c'est une menuiserie qui est, on va dire que c'est une première paroi qui est fixée.
Deuxième paroi qui est fixe avec la RE 2020, c'est que je vais pousser l'isolation de la toiture à R égale 10, à peu près ce qu'on retrouve en moyenne sur nos descriptifs RE 2020, mais ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Si je vais au-dessus, je gagne 0,5 points de Bébio, donc j'arrive en fait à saturation de ma paroi. Donc RE 2020, pareil, toiture R égale 10, en grosse partie. Maintenant, les murs et les salles, c'est là où on va aller chercher les points de Bébio, typiquement. Et je dirais que même dans les années à venir, c'est là où on va encore solliciter le bâti. Et là, on arrive avec des solutions qu'on dit système duo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre que d'avoir que du doublage, mais il faut aussi qu'on ait un support qui soit performant, c'est-à-dire une maçonnerie qui ait un pouvoir isolant. Au niveau du sol, on avait souvent une isolation sous chape. Bah là aussi, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas pertinent d'aller chercher la double isolation et finalement d'enlever cet entrevous qui n'avait qu'un pouvoir de support pour pouvoir pallier au bébio et du coup lui donner un pouvoir isolant. Et si on regarde finalement juste dans 10 ans jusqu'en 2031, voilà, c'est ce système de double isolation qu'on va devoir travailler dans les bâtiments. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on pousse à l'isolation, plus d'épaisseur, mais comment finalement l'analyse globale du carbone, on va se pénaliser sur le carbone. Alors oui, si on met plus de doublage, si on met plus d'isolation, là, vous voyez, entre un 56 de polyuréthane et puis un 10, bah, je vais être impactée sur le contributeur énergie parce que je vais avoir plus de matière. Par contre, je vais avoir un pouvoir isolant qui est plus important. Et finalement, sur 50 ans, sur mon contributeur énergie, je vais beaucoup plus gagner. Donc, ça veut dire qu'effectivement, renforcer les épaisseurs d'isolant, les augmenter, sera toujours favorable à une analyse de cycle de vie positive. Donc, cette maison, on a dit, il nous faut 20 points à aller chercher en termes de bébio. Comment on va aller les chercher? On a un équipement de série de la maison individuelle qui arrive avec la RE 2020. Alors, vous voyez, hein, vous verrez, je ferai beaucoup de parallèles avec le monde de l'automobile. Mais aujourd'hui, dans la maison individuelle française, on est en train de créer des équipements de série. Et le premier, c'est le pilotage des occultants. Il existait encore des bâtiments qui étaient en gestion manuelle. Aujourd'hui, le pilotage des occultants, la gestion par rapport à une sonde d'ensoleillement, nous fait gagner et sur le besoin de chaud et sur le besoin de froid. Donc, ça veut dire que ça va nous faire gagner énormément de points sur le bébio. Donc, on va voir que 7 points sur la gestion centralisée. Sur cette maison, on a diminué la perméabilité à l'air. L'objectif réglementaire, c'est 0,6. Eh bien, nous, on va s'engager sur une perméabilité à 0,3 et on va gagner 5 points de bébio. On a passé de R égale 8 à R égale 10 l'isolant de toiture, mais je vous dis qu'on n'ira pas chercher au-delà parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, donc on a gagné 2,4 points de débio. Les murs sont passés finalement d'un 10 de doublage à un 12. Et puis, des coffres monoblocs apparents, on est passé en coffre intégré isolé pour pouvoir gagner les 3 points supplémentaires. Alors ça, c'est une approche. Les 20 points, on peut aller les chercher. Aussi, on n'a pas touché le plancher. On pourra aller les chercher aussi dans le plancher et pas les murs. C'est un système de points, donc on va aller chercher où les déperditions sont les plus importantes en premier lieu. Deuxième cas, c'est une maison en R+1. Donc là, on est 111 mètres carrés, plus grande. On a plus de pièces techniques. On a 2 bains, 2 WC. Voilà. On était sur une étiquette qui était une étiquette B. L'évolution, on était sur un bébio qui était à 8% de mieux que la RT 2012. Je passe cette maison sur la méthodologie de calcul RE 2020. Regardez, il me manque 35% de résultats. Pourquoi je parle du bébio? Parce que regardez le CEP, il est déjà conforme au niveau attendu. Le CEP non renouvelable, lui, du coup, il est plus conforme parce que du coup, on va s'intéresser, on va abaisser finalement le CEP uniquement au CEP non renouvelable, donc aux consommations de kilowatts issus qui ne sont pas issus des énergies renouvelables. Et là, effectivement, il va me manquer 12 points. Mais je dirais, vu que je vais abaisser mon bébio pour le rendre conforme, le CEP non renouvelable va diminuer pour se remettre à la conformité. Donc voilà typiquement pourquoi c'est nos bébio sur notre zone climatique qui embête, ce coefficient qui nous embête pour la conformité RE 2020. Et là, du coup, 35% de bébio à aller chercher. Forcément, l'équipement de série que je vous évoquais, la gestion crépusculaire. On va monter la maçonnerie
puisque 33% des déperditions de bâtiments, c'était les murs en briques, R égale 1,45, R égale 10 dans les combles. On va pousser le vide sanitaire sur un 10 cm de polyuréthane. On arrive au maximum qu'on peut avoir en isolation sous chape. Toujours la perméabilité, on se détache de la valeur par défaut réglementaire et les coffres intégrés. Il faut tous ces éléments pour pouvoir avoir une conformité sur le calcul. Donc, il y a peut-être déjà des questions qui seront sur l'aspect économique. Bien sûr qu'on impacte aujourd'hui, au 1er janvier, le prix des maisons individuelles françaises, encore plus qu'on vit une évolution des prix des matières premières. Donc, effectivement, le marché de la maison individuelle, je discutais avec des constructeurs qui disaient sur des maisons qu'ils ont chiffrées l'année dernière, ils peuvent avoir aujourd'hui entre les deux variantes, c'est-à-dire augmentation des matières premières et RE 2020, des augmentations de 10 à 12%. Troisième maison, là, on ne travaille pas du tout la compacité. Voilà, on a sur quelque chose un petit peu, où on a un peu de toiture tirage, de la mixité sur les toitures. Là, c'est l'étiquette énergie sous la RE 2020 que je voulais vous présenter. Donc, on est sur une étiquette qui est A. Et regardez, en fait, on a aujourd'hui, on juxtapose le kilowatt et les kilos d'équivalent CO2 d'émissions pour donner la lettre. Et ça, c'est la nouveauté depuis le 1er juillet en France sur les diagnostics de performance énergétique. Alors, cette maison, effectivement, là, pour le coup, on va devoir être obligé de toucher à toutes les parois qu'on avait définies en RT 2012, puisque j'ai mis effectivement la gestion centralisée, elle était déjà impactée, elle avait déjà le descriptif, mais j'ai impacté la perméabilité, la toiture, les sols, les murs, les menuiseries, l'étanchéité à l'air. On a dû travailler toutes les parois pour pouvoir rendre la conformité. Ça veut dire qu'effectivement, je ne pourrais pas vous donner une carte d'identité des isolants pour votre maison individuelle, puisque c'est vraiment la conception qui va influencer le descriptif. J'ai des fois des constructeurs qui m'appellent et me disent « Mimi, j'avais vendu la même il y a 2 mois, la même, et pourtant j'ai une optimisation. » Quand je regarde, ce n'est pas tout à fait la même. L'orientation, j'ai peut-être une salle de bain en plus que je n'avais pas dans notre maison, et là, ça m'impacte le BPO. Donc, ça veut dire que je vais isoler un petit peu plus la maison qui est mal orientée avec une salle de bain en plus. Vous vous retrouvez en plus sur la présentation des résultats lycée construction et lycée énergie. Voilà, donc on est sur des seuils réglementaires qui sont vraiment largement respectés. Ici, vous retrouvez l'attestation BPO, la nouvelle attestation donc, personnalisée RE 2020, où on va s'engager sur un résultat BBio, comme je vous l'avais dit, un résultat sur le degré d'ordre d'inconfort, mais aussi le maître d'ouvrage va s'engager sur 2 thématiques. Une, à pouvoir justifier le respect de l'impact carbone sur le changement climatique lycée construction, et un autre engagement où il s'engage à vérifier la conformité du système de ventilation. Voilà. Donc, en plus des 2 indicateurs BBio et DH, 2 engagements sur le calcul carbone et sur la conformité de ventilation. Quels sont les générateurs qu'on retrouve dans la réglementation environnementale maison individuelle? On va retrouver tout ce qui est pompe à chaleur RR en système multisplit, pompe à chaleur RR en système plutôt gainable. Donc là, la différence, ça va être plutôt la précision de la régulation sur l'émetteur. La PAC RO, la PAC OO, la PAC hybride, mixité chaudière PAC, poêle à granulés aussi, avec complément effet Joule, c'est un système qu'on retrouve. Voilà, en maison individuelle. En collectif, aujourd'hui, ça restera la chaudière gaz, exclusivement. En fait, quand c'était en novembre 2020, Barbara Pompili a pris la parole sur la RE 2020, elle a demandé elle a évoqué que l'habitat français, il n'y aurait pas de chaudière gaz dans l'habitat français. Donc là, il y a une prise de conscience des promoteurs, des bailleurs sociaux qui ont dit, attendez, nous, aujourd'hui, c'est complexe parce qu'on n'a pas les produits en grosse puissance. Alors, ils arrivent, mais ils ne sont pas massifiés. Les installateurs, les exploitants sur l'énergie renouvelable, c'est plus complexe à trouver. Donc, il y a un droit aujourd'hui, on va dire, à aller sur les énergies renouvelables plutôt dans 3 ans, en 2025. Je vous ai dit, on a de moins en moins de déperditions dans ces bâtiments
Et 2025, 2028, 2031, on va continuer à renforcer les enveloppes. On peut s'interroger un petit peu. La réglementation environnementale n'a pas de curseur sur la régulation, mais moi, j'attire vraiment l'attention aujourd'hui à concevoir des bâtiments qui ont des émetteurs qui soient très réactifs. C'est-à-dire que quand dans une maison aujourd'hui individuelle, j'ai un besoin de 3000 watts à zéro, je vais avoir un besoin de 2000 watts à 7-8 degrés. Ça veut dire qu'il va falloir répondre très rapidement à cette attente. Sinon, on va devoir, comment dire, il se pourrait qu'on puisse retrouver de l'inconfort, finalement, même en période hivernale, parce qu'on a un manque de réactivité de nos émetteurs. Voilà. Et pour clarifier, pour pouvoir quantifier l'émetteur, enfin pouvoir savoir s'il est performant, on a une certification EBAC en France qui nous permet de déterminer si on a une précision ou pas du système d'émission. Mais EBAC, c'est un chiffre, en fait, si vous voulez, entre 0,1 ou 0,8, et c'est en degrés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je demande, par exemple, à une vanne thermostatique qui va avoir un radiateur qui va avoir une vanne thermostatique à 0,5, et ben, ça veut dire que si on lui demande 20, il est capable de nous donner entre 19,5 et 20,5. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur un système split, on a à peu près une variation de 1,8. Voilà. Donc, on va pouvoir classer un petit peu avec cette EBAC la pertinence de certains émetteurs dans les bâtiments. Pour terminer sur la RE 2020 et pour dire pourquoi aujourd'hui je compare beaucoup à l'automobile. Alors déjà, le prix moyen, hein, je vous ai parlé de l'aspect économique, mais depuis 10 ans en France, le prix moyen de l'automobile a augmenté de 26%. Ça sera la même chose en maison individuelle. On est en train de vivre les mêmes évolutions. On se polarise sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'automobile. Depuis 15 ans, on a diminué de 38%. C'est exactement sur quoi on va dans la maison individuelle française. Et puis, si on s'intéresse à l'automobile, ça peut être pertinent de voir l'évolution de la mobilité électrique en France. C'est aujourd'hui 12 parts de marché sur l'hybride. Je ne vous ai pas parlé de production photovoltaïque, d'autoconsommation dans la RE 2020. Ça avait été un sujet expérimenté dans le +C-, puisque dans le +C-, pour atteindre les niveaux énergie, j'utilisais la production photovoltaïque. C'est un sujet qui a été, enlevé des exigences RE 2020. Mais on peut se demander comment pourrait évoluer le marché, puisque quelqu'un qui aujourd'hui est sur la mobilité électrique, il souhaite peut-être, en tous les cas sur l'acquisition de son bien immobilier, continuer cette démarche. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir de l'autoconsommation qui arrive sur le marché et qui ne serait pas influencée par une RE 2020, mais plutôt par l'attente des prospects. Voilà. Je vais pouvoir consacrer du temps aux questions. Et oui, parce que des questions, il y en a eu beaucoup. Ça s'est beaucoup agité dans les débats, notamment sur tout ce qui est la question des méthodes un peu alternatives du bâtiment, c'est-à-dire le biosourcé, le solaire thermique, etc. Ouais, ah oui, le solaire thermique, ouais. Bon, alors du coup, si je reprends un peu dans l'ordre les questions qui ont été posées. Ouais. Donc, une question de Christophe Curien qui demandait comment étaient pris en compte les appareils indépendants de chauffage au bois? Les appareils indépendants, c'est-à-dire les Joule, les panneaux rayonnants électriques, c'est ça? On peut mettre en complément? Alors, peut-être si tu peux compléter ta question, Christophe, pour être au plus proche, avoir une réponse au plus proche, ça permettrait à Amélie de répondre au mieux. Sinon, en attendant… Parce que le bois est favorisé. On a effectivement aujourd'hui, dans la partie IC énergie, une consommation de bois qui est prise effectivement à zéro. Hein. Donc, après, il ne nous restera qu'en complément. Ça reste toujours la fiche d'application de la RT 2012, c'est-à-dire que je vais prendre sur les compléments électriques qui sont dans les pièces de nuit à hauteur de 50% l'utilisation de l'effet jour. Et j'estime que le poêle à granulés va nous apporter 50% sur la partie nuit. Voilà. D'accord. Voilà. Si la question. Christophe, du coup, a précisé en impliquant qu'il parlait voilà, des poêles à granulés. Ouais, voilà. Et donc, on reste sur cette méthodologie de calcul et la fiche d'application.
Aussi quelques questions autour du photovoltaïque. Alors, je vois Ouais, notamment sur la question de comment l'autoconsommation est calculée. ouais. Euh, Alors, en fait, aujourd'hui, la différence avec sur la RE 2020, c'est que on va prendre en compte dans le calcul, hein, on va soustraire. Avant, si vous voulez, dans la RE 2012, on disait vous pouvez mettre 20 panneaux photovoltaïques, on va prendre 12 kilos équivalent, 12 kilowatts au mètre carré par an de production uniquement. Et on va s'arrêter là, on va limiter. Aujourd'hui, on va prendre en compte tout ce qui est autoconsommé dans le bâtiment. Je ne tiens pas compte de ce que je rejette, par contre. Hein. Donc, typiquement, si on veut faire une usine photovoltaïque, ça veut dire qu'on va avoir un taux d'autoconsommation qui va être faible. Bah, je ne vais pas valoriser dans le calcul les 20 panneaux photovoltaïques. donc voilà. Aussi une autre question qui avait été posée sur l'épaisseur minimum d'isolant en mur ou en comble. Mais ça, du coup, tu avais répondu un peu à travers le Ouais, R. c'est compliqué. Autant je Euh, peux dire que le R10 en comble, il va venir parce que déjà, en termes de solutions technico-économiques, on sait aujourd'hui que c'est un poste où on peut impacter que très peu finalement la note pour le client final. Mais après, ça n'a plus d'intérêt. Après, justement, le mur et le sol, vous l'avez vu dans les 3 maisons, il va varier suivant les paramètres que je vous ai évoqués du BBO. Et du coup, pour rester sur le BBO, donc on demande si c'est la nature de l'isolant ou juste le R apporté qui est pris en compte, ou bien Ouais, les deux. Enfin, c'est ça c'est hyper, hyper intéressant comme question. Dans le degré heure d'inconfort, il y a 4 paramètres que je vous ai montrés. Et à mon sens, il en manque un qui est très important. C'est la capacité à l'isolant à créer du déphasage. Mm, Je mm. travaille avec un constructeur qui fait de l'ossature bois au-dessus de Morteau. Et à son DH, il est à 1230 degrés d'heure d'inconfort. Parce qu'il est pénalisé sur l'inertie, en fait, de l'ossature bois. Mais, il me dit, mais c'est aberrant, Émilie. Moi, je fais de la fibre de bois. Je dis oui, oui. Mais aujourd'hui, dans le DH, on ne tient pas compte de ce déphasage. Donc, malgré tout, sur le BBio, pour l'instant, et j'espère vraiment, et là, il y a quand même aussi la filière qui est en train de pousser en disant faut revoir ce calcul DH en pouvant permettre de se dissocier de la résistance thermique. Mais à ce jour, oui, j'ai que la résistance thermique qui est le facteur de différenciation entre les isolants. Alors du coup, on demandait aussi donc plus sur l'aspect carbone cette fois sur. Après, sur l'aspect carbone, voilà. Après, sur l'aspect carbone, je vais valoriser le biosourcé. Mais sur le premier seuil jusqu'en 2025, ça n'oriente pas fortement sur le biosourcé. Sur le seuil Mm, 2025, on va vraiment se polariser et aller chercher sur la fiche FDES. mm. Hein. Aujourd'hui, Oui. je m'intéresse vraiment je me dissocie de la résistance thermique pour aller sur le carbone quand je vais chercher un niveau carbone plus bas que le niveau réglementaire. Alors l'idée aussi d'avoir ce seuil, c'est qu'aujourd'hui, on a des FDES, mais pas forcément pour tout, et notamment les filières un peu alternatives. Petit à petit se structurent pour notamment mettre en place ces fiches. Encore aujourd'hui, voilà, les lots 8 à 12, on se retrouve encore avec des forfaits. Bon, il y a les FDES commencent à sortir petit à petit, mais par contre, en 2025, le seuil carbone, que ce soit en impact construction ou en chauffage, va commencer à diminuer fortement. Alors, chauffage, il ne change pas. Lui, il va être Ah oui. pérenne, il va avoir la pérennité de la valeur jusqu'en 2031. Mais bon, de toute façon, vu au niveau où nous l'a mis, voilà, c'est un niveau quand même bas, ou en tous les cas qui oriente vers des énergies propres et renouvelables. Mais l'IC carbone, oui, il va diminuer fortement à chaque seuil réglementaire. Alors du coup, et on demande justement par rapport à l'IC, Hum. comment est pris en compte le transport? C'est-à-dire, est-ce que dans le IC, dans le calcul réglementaire, le transport est pris en compte dans ces indicateurs, ou alors est-ce qu'ils sont à côté, mais ils ne sont pas, on va dire, dans Non, l'aspect réglementaire? ils sont dans la fiche FDES, il y a un impact transport du produit. Et par contre, c'est un kilomètre moyen entre l'usine et le site de construction. Mais du coup, c'est pas, enfin, si je ne me trompe pas, ce n'est pas comptabilisé dans le IC énergie ou dans le IC construction qui sont réglementaires. Bah, Si- ton transport, il est compté dans ta fiche FDES de ton produit. Ouais, d'accord, ouais. Il y a un impact dans la donnée, l'impact climat, on va dire, de produit. Et ben, on va avoir effectivement fabrication et puis transport, mais c'est un kilomètre moyen entre la production, le site de production et
et le site de construction. Alors du coup, une autre question intéressante, on demande comment ces normes vont être gérées. Donc une question de Bernard Labrosse. Comment ces normes vont être gérées pour les produits qui sont achetés hors de France? Du coup, est-ce que c'est soumis Hors de France, Alors, bah, vas-y. hors de France, acheter hors de France. Bah, après, on a des fiches FDES sur des sites des usines qui sont à l'étranger. C'est pas, Oui, c'est ça. Il y a des c'est bases pas gênant, en fait. il y a des bases de données allemandes. Après, c'est effectivement des industriels qui vont travailler sur les différents sites de production qu'ils ont sur l'Europe. Donc après, on va être impacté, pas forcément, puisque s'ils ont eu des usines qui sont vertueuses, on va dire, sur le côté environnemental, Alors, une question de… c'est européen, c'est quelque chose qui est européen. Donc, on a tous les mêmes méthodologies. Pour concevoir la fiche FDES, hein, par contre, la méthodologie de IC Construction, elle est propre en France, hein, je vous l'avais dit. Hein, c'est un calcul dynamique. ok. Et la France se veut être porteur de cette méthodologie pour l'ensemble de l'Europe. Ouais, le calcul ACV dynamique, voilà, comme tu disais, il est vraiment, c'est propre à chez nous. Et donc, on n'a pas trop de comparatifs encore sur ce que ça peut donner. Et du coup, il y avait une question de Jean Civil sur… Alors, j'y avais répondu, mais j'ai un doute, donc je te la redemande. C'est sur la construction dans les zones tropicales. Alors, quand il parle de zones tropicales, j'imagine qu'on parle de régions et départements d'outre-mer. L'ARE 2020, de ce que j'ai compris, n'est pas appliqué dans ces zones-là. Pas appliqué, non. OK. Nouvelle question, donc cette fois-ci de Frédéric Laforgue, qui demande si la simple flux hygrobé est toujours utilisable en 2020 ou s'il faut systématiser la mise en place de la double flux. Enfin, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, la ventilation hygroréglable est un produit qui n'existe qu'en France. Déjà, les pays européens utilisent l'autoréglable, la ventilation double flux, la ventilation décentralisée. L'hygroréglable est encore conforme à l'ARE 2020. On a toujours un problème de valorisation de la double flux dans les moteurs de calcul du CSTB. Mais moi, je dirais que je n'évoque pas le sujet quand j'ai des clients qui veulent poser la double flux, parce que si on veut de la double flux, c'est qu'on veut aller sur de la qualité d'air intérieur, et donc ça n'a rien à voir avec un moteur de calcul. Je suis très directe sur ce sujet. Donc, j'espère que le fait qu'on diminue les déperditions, aujourd'hui, tous les seuils réglementaires, ça favorise la double flux thermodynamique. Parce que la double flux thermodynamique en France, la double flux, elle a été un petit peu cassée par le marché parce qu'on a commencé à avoir de la double flux en France dans les années 2005. Le problème, c'est qu'on a posé de la double flux dans des bâtis qui n'étaient pas étanches. Et ce qui s'est passé, c'est que les rendements des doubles flux, elles ont complètement chuté. Et on disait, la double flux, ça ne fonctionne pas. En fait, la double flux, c'est de l'air frais. Enfin, voilà. Déjà parce qu'il fallait qu'on fasse une loi d'air et comme on fait aujourd'hui avec l'hydraulique, une loi d'eau. Donc, il y avait un système de paramétrage. Et puis parce qu'on avait des bâtis qui n'étaient pas étanches et qui venaient parasiter cette double flux. Premier point. Et puis aujourd'hui, on était embêté avec cette double flux thermodynamique aussi parce qu'on se disait il faut 3 kilos, il faut très peu de besoin de chauffage. Et regardez comme on regarde l'évolution de RE 2020 et des seuils réglementaires. Perméabilité, on veut que nos bâtiments soient de plus en plus étanches. Et on va diminuer les déperditions. Je crois effectivement que la double flux thermodynamique s'inscrit comme un générateur qui sera très performant dans nos bâtiments. D'autant plus qu'on peut faire du rafraîchissement passif. Donc, du coup, on vient dans une logique qu'on attend. Donc, je suis assez favorable au produit et à sa prise de part de marché dans les années à venir. OK. Bon, c'est une position, j'imagine que dans les spectateurs, il doit y avoir aussi d'autres prises de position par Tout à rapport fait, pas de souci. C'est pour débat. ça que je suis prête à répondre en off à d'autres questions. Et on demande, je pense, question très, très pertinente, à quel moment il faut fournir le bilan carbone. Donc, j'imagine quand on parle de bilan carbone, on parle le document attestant, c'est l'analyse de cycle de vie, si je ne me trompe pas. Ou alors, est-ce que c'est une attestation BBO comme… Alors, donc il y a l'étude thermique avec le BBO CEP, DH.
l'étude analyse de cycle de vie avec lycée construction et lycée énergie. Au dépôt de permis, le maître d'ouvrage s'engage et il est en mesure d'être sollicité par effectivement les pouvoirs publics de leur donner à ce moment-là où il a ouvert son chantier, l'analyse de cycle de vie. Donc, je dirais à partir du moment où vous ouvrez le chantier, vous devez être en mesure de donner votre IC construction et votre IC énergie. En fin de chantier, on aura toujours l'attestation d'achèvement des travaux, où là, l'opérateur qui fait aujourd'hui le diagnostic de performance énergétique, le test d'étanchéité à l'air et maintenant le contrôle de ventilation, viendra vérifier finalement l'étude carbone. Alors, pas techniquement, hein, mais en tout cas, il va venir vérifier qu'il existe une étude carbone. D'accord. Alors, encore, j'enchaîne les questions parce que là, en plus, à la fin, il y en a de plus en plus. Si tu as un peu une idée des coûts que cela représente, les coûts d'études pour donc l'étude thermique, l'étude carbone à fournir pour le permis de construire en maison simple, en maison complexe, un ordre de grandeur. Oui, c'est sûr que honnêtement, hein, quand on faisait du E plus C-, on avait une étude carbone qui coûtait 2 fois une étude thermique. Hein, quand on faisait du E plus C-, aujourd'hui, après 6 mois, enfin voilà, on est sur les méthodologies de travail avec les constructeurs, avec les promoteurs. Pour moi, une étude ACV, c'est à peu près le coût d'une étude thermique. Ok, donc ouais, on voit qu'avec l'expérience aussi, et puis alors après, c'est parce qu'on travaille aussi beaucoup sur on a beaucoup travaillé sur comment aujourd'hui récupérer l'ensemble du DQE. Parce que chaque constructeur ou promoteur a des DQE différents suivant les logiciels, les sorties logicielles. Donc, c'est de trouver une méthodologie finalement. On arrive à ce prix-là quand avec notre client, on a trouvé la méthodologie pour pouvoir densifier, enfin, comment dire, réduire les temps de saisie qui ne sont pas à valeur ajoutée. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que rentrer un quantitatif, ce n'est pas une valeur ajoutée par rapport à mon collaborateur. Ça va être dans son analyse, dans son optimisation, où on va devoir se polariser. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé sur l'analyse de cycle de vie. Okay. Bon, du coup, pour retenir l'information essentielle, c'est aujourd'hui une étude carbone, le prix, c'est le coût d'étude représente à peu près le même coût qu'une étude thermique. Et est-ce que tu pourrais, alors je crois qu'on n'a pas de slide prévu pour ça, mais au moins donner un désordre de grandeur sur… J'ai juste une… Ouais, parce que j'ai vu une question, ça veut dire que ça vaut 2 fois une étude thermique. Il y a une question là. Oui, c'est ça. Ça fait, oui. En tout, le tout global, bah, c'est 2 fois une étude, ce qu'on avait avant. Et ok. Et du coup, sur les impacts des différents lots, donc des lots 1 à 13, lesquels, alors, comme je dis, je ne crois pas qu'on ait de slide là-dessus qui détaillent, mais peut-être les ordres de grandeur, si tu en as à fournir sur les lots, notamment les plus impactants. Elle est là. Voilà. Ah, voilà. Alors, oui, voilà, vous avez les lots et vous retrouvez en fait vos pourcentages dessus. Donc, comme j'expliquais, on est sur la superstructure, la maçonnerie qui impacte le plus. En deuxième, CVC, parce que c'est celui qui est forfaitaire. Donc, celui-là, il est souvent prédominant dans le calcul. Et puis après, sur cette maison, j'étais en couverture charpente. Je dirais que 3, ou ça peut être aussi les menuiseries si on est en menuiserie à alu. Parce que je manque de fiches FDES. Ok, alors… Il y a plein de nouvelles questions qui viennent d'arriver. Ah oui, on demandait la question sur qui avait déjà été posée, mais tu as bien fait de la reposer, Lucille. Donc, une question de Lucille Pietrement qui demande sur comment on calcule l'impact de déconstruction en fin de vie des matériaux renouvelables, mais impossibles à recycler pour raisons techniques. Elle cite par exemple la paille avec des liants en propylène ou… du coup, dans ces cas particuliers, comment c'est comptabilisé et de manière générale, comment sont comptés les matériaux qui ont des fins de vie différenciées en fonction des régions aussi? Alors, en fait, tous ces éléments-là de recyclage, c'est tout ce qui compte. C'est dommage, j'aurais dû mettre une fiche de données environnementales et sanitaires dans le slide. Et en fait, si vous voulez, c'est intégré dans la fiche de données environnementales et sanitaires.
c'est l'industriel qui va quantifier l'impact carbone lié à son recyclage, effectivement. Donc, si vous voulez, par rapport à la paille qui a été mentionnée, 1 m² de paille, je pense que du coup, je vous dirais que je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas si j'ai une fiche générique sur le produit. Mais bon, imaginons que j'ai une fiche ministérielle, parce que pour le coup, je ne sais pour l'instant pas si il y a un syndicat, quelqu'un qui s'est mis là-dessus. Mais ça veut dire que dans la fiche générique que j'ai intégré la capacité ou pas à recycler 100 ou 10% seulement du produit. Ok. De manière générale, on pose quand même beaucoup de questions sur cet aspect carbone, Ouais. notamment comment c'est calculé. Alors, beaucoup de questions sur des cas particuliers. Oui, mais du coup, si j'importe mon matériau de loin, si l'entreprise est en France, mais importe ses matériaux à l'extérieur. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est la fiche FDES qui fait foi. On ne rentre pas dans le calcul. Je ne vais pas dire, non, mais en fait, aujourd'hui, elle est à côté de la maison. Elle est à côté de l'usine, par exemple, de briques. Non, c'est une fiche qui va nous donner l'impact climat de la matière première, de la fabrication, du transport, du recyclage du m² de produit. C'est la fiche générique. Allez, dans une configuration moyenne, finalement, entre l'usine et le site. Voilà. Donc, je n'ai pas à me poser la question aujourd'hui. C'est comme au début, se poser la question combien de fois les sous-traitants ils vont venir sur le chantier. Voilà. Pour l'instant, on a beaucoup de valeur par défaut sur ces niveaux. Ok, merci. Alors, juste avant de continuer les questions, vu qu'il est déjà 12h15, juste si tu peux mettre avant-dernière slide. Alors, du coup, on va pouvoir continuer sur 5, 10, 15 minutes, hein, si ça te va, Oui. Émilie. Je vais juste, pour ceux qui ont un impératif, clôturer la présentation vite fait pour ensuite enchaîner sur que les questions. Donc, c'était la slide 55, hein, si je ne me trompe pas. Comment? Tac. Ah, on n'a pas la même, d'accord. Ah. Je reprends le partage 5 minutes Oui. juste. Ouais, vas-y. Hop, voilà. Alors, du coup, c'était juste pour vous dire que pour aller plus loin, donc on va vous transmettre le support de présentation. Tac. Et dans ce support de présentation, vous allez retrouver de la matière que vous pourrez aller exploiter, donc que ce soit la documentation officielle, mais aussi des guides et des articles du CEREMA qui font déjà une première analyse et toute la doc officielle autour de cette RE 2020. Et juste pour vous prévenir aussi que si vous voulez notre prochain webinaire sur la thématique de la RE 2020 et toujours sur des retours d'expérience, aura lieu le 8 février de 11h à 12h15. Donc, si vous voulez venir, notez bien l'heure. On va vous envoyer l'invitation de toute façon. Toutes les questions qui ont été posées, je renverrai une synthèse avec les réponses pour que tout le monde puisse avoir accès à toutes les réponses. Et du coup, voilà. Donc, thématique du prochain webinaire, c'est comment introduire des prescriptions, sur l'introduction des prescriptions énergétiques et environnementales dans la construction ou la rénovation de bâtiments. Donc, notamment sur la commande publique, comment convaincre ces élus de s'engager dans une voie plus verte et comment les équipes de maîtrise d'œuvre peuvent-elles se positionner sur cet aspect-là et l'impact qui en découle sur les artisans, entreprises et services techniques. Voilà, ce sera une présentation qui sera… l'intervenant sera Jean-Luc Leguet, donc, qui est directeur du département architecture et bâtiments, et dans la continuité de notre partenariat avec le Grand Besançon Métropole. Voilà, donc moi, j'ai fini mon blabla commercial. On peut retourner maintenant. Alors, il faut que je arrête le partage. Je te laisse reprendre le contrôle comme ça avec les questions. Tu veux que je lise les questions, c'est ça? Non, non, vas-y. Mais non. En fait, c'était pour que tu reprojettes comme ça les questions. Tu peux retourner où tu veux. Ah, d'accord. Alors voilà. Et du coup, voilà. Donc, ça a été répondu dans les commentaires. Mais Oscar Martinez, oui, les fiches FDES sont toutes disponibles sur la base IGNIES en France. Oui. Voilà. Donc, c'est une base de données gratuite, consultable pour tout le monde, où justement, vous pouvez retrouver toutes
toutes les fiches FDES, mais aussi les PEP et les Et données on a des environnementales par défaut. configurateurs. Et plus des configurateurs qu'on utilise, des configurateurs pour faire les planchers, des configurateurs sur des conceptions particulières qui aident aussi à générer des fiches FDES pour un système. Et OK. Ah oui, il y avait quand même beaucoup de remarques suite à la non prise en compte du confort d'été dans les degrés-heures qui posent beaucoup de questions, notamment sur la construction en ossature bois. Est-ce qu'elle est mise en danger? Est-ce que c'est possible de faire de la construction bois en respectant ces Oui, degrés-heures? oui, oui, pas de souci. Pas de souci parce que l'ossature bois, par la conception d'une isolation à l'intérieur, plus l'isolation extérieure, on est sur des maisons qui sont souvent compactes. On est sur des BBio qui étaient bien au-delà du seuil réglementaire RT 2012. Donc, même si on a une pénalité de degré-heure d'inconfort, déjà, on a une valorisation sur le carbone qui est quand même assez importante. Le fait que, du coup, la superstructure, là, pour le coup, la maison en ossature bois, ça n'a rien à voir. Donc, oui, on peut continuer à faire de l'ossature bois. Il n'y a pas de souci. Okay. Et du coup, toujours dans la thématique du bois, il y avait une interrogation plutôt sur on dit du bois de construction qui serait pénalisé en ACV car présumé brûlé en fin de vie et non pas recyclé. Est-ce que tu as peut-être des informations C'est-à-dire une fiche de FDES qui serait plus pénalisante, c'est ça? Ouais, c'est ça, Dans une dans le typologie de calcul bois? Ah de bah oui, l'impact ça se carbone. peut. Alors, pas brûler. Enfin, oui, parce que je vois ce qu'entend la personne. Oui, de toute façon, si la filière n'est pas en capacité de montrer que au niveau du recyclage, il est fait quelque chose qui est bénéfique, oui, c'est pénalisé, oui. Alors, à savoir que de manière générale, encore une fois, tout est renseigné dans les fiches FDES et que notamment ce calcul de fin de vie, c'est pris en compte, ils mettent en place des scénarios de fin de vie en fonction de, comme tu dis, Émilie, comment la filière peut Bah oui. ou non prendre en charge le réemploi. Et alors, du coup, peut-être ça pose la question du réemploi. Comment est-ce que le réemploi, du coup, serait calculé en termes d'ACV? Est-ce qu'il y a… Réemploi. C'est-à-dire, typiquement, au lieu que ce soit de la… Aujourd'hui, par exemple, dans la matière première, quand on fait des ourdis de plancher, aujourd'hui, on a des ourdis qui sont faits avec les bouteilles plastiques. Donc, on réemploie des bouteilles plastiques en matière première pour pouvoir concevoir le produit. Donc, on est très, très avantagé puisqu'on est sur quelque chose qui a été recyclé. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que dans les commentaires, il y a eu beaucoup de… peut-être un peu de frustration sur le fait qu'on n'a pas pu aborder suffisamment, notamment toutes les questions sur les matériaux biosourcés, l'éco-construction, etc. Sachez que du coup, ce webinaire aussi, c'est un webinaire introductif sur la RE 2020 qui a visé à montrer des cas concrets de comment fonctionne le BBio, les nouveaux indicateurs et des cas d'application. Sachez que dans tous les cas, il y a une série de webinaires qui est prévue où notamment, il est prévu dans d'autres webinaires de mentionner, de parler beaucoup plus du biosourcé, etc. Donc, désolé pour les personnes qui n'ont pas pu trouver leur compte car souhaitant beaucoup plus d'informations sur l'éco-construction. De manière générale, cet RE 2020 est quand même incite davantage à la construction en biosourcé et elle l'incitera davantage encore à partir de 2025, de 2028. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier, ça c'est comme la rénovation, qu'on essaie d'avoir des dispositifs qui permettent la massification des systèmes. Voilà. Et aujourd'hui, massifier encore la maison individuelle parce que ça va devenir très compliqué à un primo-accédant d'accéder à la maison individuelle neuve. Et si la personne interrogeait les industriels du biosourcé, parce que moi je les connais, je travaille avec eux, ils sont en incapacité aujourd'hui à fournir le marché. Si on avait créé une RE 2020 qui poussait par exemple un isolant de mur forcément du biosourcé, les industriels sont en incapacité de les fournir sur le marché national. Donc voilà, ça veut dire qu'on a omis une notion de carbone, on sait où on se dirige, on sait qu'on va effectivement se diriger vers des produits, j'entendais le mot éco-construction bien sûr, mais on ne peut pas y aller du jour au lendemain. Voilà, ce n'est pas possible. Alors, une des dernières questions qui a été posée, c'est info ou intox. Est-ce que le montage de la RE 2020 pousse à systématiser l'installation de clim dans le neuf ou pas? Non,
Pas du tout, parce que la clim, ça va nous donner ça va faire augmenter le CEP non renouvelable. Alors, voilà, du coup, on expliquait que Donc, dans les degrés heure, oui, tu as raison, la climatisation est fermée. à partir de 350 degrés heure, Mhm. il y a une pénalité forfaitaire qui se retrouve dans l'augmentation du CEP. Et Oui. donc, voilà. Et donc, ça, c'est le cas entre 350 et 1250 degrés heure. Je te laisse Et compléter, vas-y. le calcul est fait en chantant le système de climatisation s'il est sur la maison. Hein. C'est un DH finalement qui ne s'intéresse pas si le bâtiment il est climatisé. On chante le système de climatisation pour calculer le nombre de degrés au-dessus de 26. Donc, ça ne va pas pousser la climatisation. Voilà, bon, c'est sur cette question que je vais clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Bon, on a déjà dépassé 10 minutes, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, tellement d'interrogations et c'est normal. Qui dit nouvelle J'avais vu des réglementation. questions aussi, parce que j'avais vu des questions qui étaient un petit peu… il n'y a pas de questions sur les extensions de bâtiments, mais sachez que les extensions de bâtiments, on a encore 1 an pour rester sous la RT 2012. Oui, c'est ça. J'avais précisé, donc il y avait les 3 cas où les bâtiments, où les RE 2020 ne sera pas appliqué avant le 1er janvier 2023. Donc, c'était les extensions ou le petit bâtiment. Donc, je crois que c'était moins de 35 mètres carrés. 50 mètres carrés. Moins de 50 mètres carrés. De SRT. Voilà, moins de 50 mètres carrés de SRT. Il y a aussi les habitations légères de loisirs. Donc, tout ce qui est… et ça, c'est moins de 35 mètres carrés, donc défini par le code de l'urbanisme. Et aussi les constructions temporaires qui servent pour la phase chantier. Voilà. Et cette fois-ci, je crois bien que je vais arrêter ça pour aujourd'hui. Je te remercie, Émilie, pour ton temps. Bon, non, pas de souci, pas de souci. Si les gens ont besoin de questions, je ne sais pas si mon mail a été donné. Voilà, n'hésitez pas. Le but, c'est de démystifier ce sujet parce que la profession, ce n'est pas évident. Et moi, je m'intéresse aussi à la sous-traitance qui peut être aussi un petit peu démunie en ce moment de ces changements. Si tu veux, tu me transmets tes coordonnées, Émilie, et puis je les transmettrai dans le compte-rendu des questions qui ont été posées. Toutes les questions qui ont été posées, tout ça, c'est enregistré. On va pouvoir y répondre sans problème. Et voilà. Encore merci, Émilie. À la prochaine pour les prochaines sessions qui seront animées, pas par moi, mais par encore d'autres collègues. Donc, on verra d'autres visages. Et passez une bonne fin de journée.